Bienvenue dans les grands entretiens organisés ici même à Djerba en Tunisie dans le cadre du 18e sommet de la francophonie. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Slim Halbous, c'est le recteur de l'agence universitaire de la francophonie, plus connue sous le nom de l'AUF. C'est un organisme créé il y a 60 ans déjà et aujourd'hui, c'est le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 membres, avec des universités, des grandes écoles et des centres de recherche dans près de 120 pays. Révélateur du génie de la francophonie scientifique partout dans le monde, eh bien, l'AUF, c'est une organisation à but non lucratif et c'est aussi un label qui porte une vision pour un meilleur développement des systèmes éducatifs et universitaires. L'AUF est bien entendu présent, c'est un opérateur du sommet de la francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le recteur de l'agence universitaire de la francophonie, l'AUF depuis 2019, est à mes côtés. Bonjour, monsieur Halbous. Bonjour, j'aurais pas pu mieux présenter que vous l'AUF. J'aurais dû vous laisser présenter l'institution. Non, mais c'est parfait. C'est pour parler de choses encore plus importantes, des résultats concrets que vous faites, monsieur Halbous. L'AUF vient de faire une grande annonce dans le cadre justement de la conférence ministérielle de la francophonie. Il s'agit d'un document très important, un manifeste pour la diplomatie scientifique francophone. Dites-nous, de quoi s'agit-il ? Oui, alors nous sommes effectivement très fiers de ce résultat. Alors il y a toute une genèse d'abord, parce que nous on a un grand événement annuel qu'on appelle la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, qui a plusieurs composantes, scientifiques, jeunesse, mais aussi une composante politique. Cette composante politique, elle concerne les ministres en charge de l'enseignement supérieur dans l'espace francophone. C'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent. C'était l'année dernière, en septembre 2021. On a eu une première conférence ministérielle où l'AUF a proposé de faire un manifeste, de co-signer un manifeste pour une diplomatie scientifique francophone. C'est quelque chose d'inédit, qui n'a jamais été fait avant. L'idée a plu au ministre, et puis on a passé toute la séance de la conférence à discuter de qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce manifeste. Depuis 2021 jusqu'à octobre 2022, l'AUF a travaillé sur un document pour retracer, restructurer, exprimer le plus précisément possible ce qu'avaient dit les ministres par rapport à ce qu'ils voyaient, eux, comme possibilité de coopération scientifique à l'intérieur de l'espace. Et nous avons édité cette déclaration, ce document, qui devient un document de référence, et qui a été finalement adopté officiellement à la deuxième édition au Caire, le 26 octobre pour être très précis. Et à ce jour, nous avons déjà 40 pays de l'espace francophone qui ont co-signé ou accepté de co-signer ce document. Alors, pourquoi un tel document ? Deux objectifs majeurs à signaler. Le premier, c'est l'idée qu'il faudrait un rapprochement institutionnel plus important entre les preneurs de décision, les politiques, et entre les scientifiques, les savants, qui, eux, peuvent avoir des réponses aux problèmes complexes que le monde vit aujourd'hui, et en particulier le monde francophone. Mais cette relation est parfois épisodique, parfois absente, parfois non structurée. Et ce manifeste plaide pour une structuration, une institutionnalisation de la relation entre le politique et le scientifique. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de prioriser la coopération ou les thèmes de coopération à l'intérieur de l'espace scientifique. Il y a déjà de la coopération, bien entendu. L'AUF en fait partie de ce cercle d'acteurs qui travaillent sur la coopération scientifique à l'intérieur de l'espace. Mais le même problème, c'est le manque de structuration. Parfois c'est bilatéral, parfois c'est multilatéral, parfois ça concerne un certain nombre de thèmes et pas d'autres, etc. Et donc l'objectif était de mettre un cadre qui permet de développer encore plus la coopération scientifique à l'intérieur de l'espace francophone, sachant que la difficulté, c'est la diversité de cet espace. On a des pays du Nord, des pays du Sud. On a des pays parfaitement francophones, on a des pays partiellement francophones, voire très peu francophones, comme en Asie par exemple, ou en Amérique latine. Et donc, la difficulté de ce manifeste, c'est de trouver vraiment les points communs et la méthodologie la plus appropriée
pour un travail en commun. Expliquez-nous justement, Monsieur Halbous, pourquoi cette initiative est importante, pourquoi il est important de mettre en place une méthodologie francophone commune à travers ce document. C'est cette diversité qui est à la fois la richesse de la francophonie, mais en même temps la difficulté pour une coopération, comment dire, juste, pour une bonne coopération, fluide. Et donc, la méthode, c'est de dire... Alors la méthode, en 2 mots, nous, on l'appelle ça le standard adapté. Ça veut dire quoi, le standard adapté? Ça veut dire qu'il faut avoir une vision commune, donc une vision plutôt standard, avec les grandes lignes. Par exemple, on va dire, on va travailler sur le numérique éducatif dans l'espace francophone, ou on va travailler sur l'employabilité des jeunes diplômés dans l'espace francophone. Ça, c'est une orientation globale, et elle peut être standard parce que c'est vraiment défendre une grande cause sociétale. Mais en même temps, le niveau du numérique, par exemple, n'est pas le même d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Parfois même à l'intérieur d'un pays, entre la capitale et d'autres régions, il y a une disparité qui est très importante. Et cette approche méthodologique que nous proposons, c'est ce qu'on appelle donc la stratégie standard adaptée. Donc les orientations sont les mêmes, mais la mise en place est contextualisée et liée aux spécificités de chaque pays, de chaque région. Et c'est cette approche que nous prenons d'ailleurs dans la stratégie de l'AUF en général, qui a été adoptée et acceptée et confirmée par les ministres de l'enseignement supérieur de l'espace francophone. Allons dans le détail de ce manifeste, Monsieur Halbous. Que contient ce manifeste? Quelles sont les orientations prioritaires, surtout face à ce que vous avez mentionné à l'instant, notamment les disparités de l'espace francophone qui existent et qui sont à prendre en compte en dépit du fait que cet espace se veut commun? Il y a beaucoup d'objectifs communs de l'espace francophone. Alors, la thématique la plus classique, et on en parle aujourd'hui beaucoup au cours du sommet, c'est la numérisation. Et en particulier, c'est le développement de l'éducation par les nouvelles technologies. Alors, il y a beaucoup de sous-thèmes à cela. Un des thèmes qui concerne un très grand nombre de pays francophones, c'est le manque de formation des formateurs, des enseignants, dans le domaine des technologies. Souvent, on va trouver des jeunes qui sont plus à jour dans tout ce qui est usage d'Internet, de nouvelles technologies, que leurs propres enseignants. Et donc, une des priorités qui a été largement plébiscitée par les ministres, c'est de mettre en place des programmes de formation des formateurs pour qu'ils puissent accompagner et qu'ils adaptent leur pédagogie aux besoins des jeunes à travers la technologie. Ça, c'est un besoin qui est ressorti très, très fortement. Le deuxième, et qui fait également l'unanimité, c'est la question de l'employabilité des jeunes. Dans la quasi-majorité, à quelques rares exceptions, nous avons un grand chômage des porteurs de diplômes dans l'espace francophone. Cela veut dire 2 choses. Alors, ça peut être des raisons économiques structurelles. Quand les économies ne se développent pas énormément, évidemment, la création d'emplois est assez faible. Ça, c'est un problème structurel qui ne concerne pas directement la dimension scientifique. Il y a une autre raison, qui est l'inadéquation entre ce que nous enseignons dans nos universités et ce que le marché de l'emploi demande. Et cette inadéquation devient une préoccupation aussi des universités. Et donc, ce que proposent les ministres et ce que va essayer de faire l'AUF, c'est de coordonner entre les pays pour partager les expériences qui ont bien marché ici et là, pour améliorer l'employabilité. L'AUF a déjà un programme structurel qui est très important, qu'on appelle les centres d'employabilité francophones, les CEF. Ces CEF, en fait, c'est des centres qu'on crée à l'intérieur même des universités, qui accompagnent les étudiants avant leur diplomation, avec un supplément de formation, avec un suivi, un coaching, pour les préparer justement au marché de l'emploi. C'est une des solutions, il y en a bien entendu plein d'autres. Parce que nous lions souvent cette question de l'employabilité aussi à l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat étudiant, et à l'incubation dans le cadre des universités. Ça aussi, c'est un axe sur lequel l'AUF travaille et que le manifeste a adopté de manière très importante. Troisième élément aussi, c'est la question de la qualité. La qualité de la gouvernance, la qualité de l'enseignement, la qualité pédagogique, liée à ce qu'on appelle la normalisation ou l'accréditation des établissements. Peu, malheureusement, d'établissements scientifiques francophones ont cette accréditation internationale. Et donc, ce que prône ce manifeste et ce que va donc essayer de faire l'AUF, c'est d'accompagner un maximum d'universités francophones
vers cette accréditation internationale qui garantit un minimum de qualité par rapport à ses usagers, que ce soit les enseignants ou les étudiants ou les partenaires. Ça aussi, c'est un axe qui est important. Un autre axe qui a été demandé par les ministres, c'est l'axe de la recherche, mais la recherche qui donne un impact pour le développement des pays. Parce que la recherche académique classique, la recherche qui ne produit pas grand-chose et qui reste entre les murs de l'université, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le développement des pays. Nous sommes une organisation de développement par le savoir. Et donc, ce que nous avons proposé, et ce que les ministres ont complètement adopté et apprécié, c'est de dire on va mettre en place des programmes qui permettent aux universités, aux centres de recherche, de donner des solutions aux problèmes complexes que se posent aux pays. Que ce soit sur le climat, par exemple, aujourd'hui, on était présent, d'ailleurs, l'AEF était présente à la COP27 à Sharm el-Sheikh, et cette question de l'apport des scientifiques en matière de climat et de développement durable plus globalement était au centre des débats. Le problème, il est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace institutionnel où ce débat entre les scientifiques et les politiques puisse avoir lieu. Ça se fait de manière épisodique. On l'a vu pendant la pandémie, par exemple, où les politiques se sont retrouvés démunis, ne savaient pas quoi faire. Et donc, ils ont, à ce moment-là, naturellement eu recours aux scientifiques. Et donc, nous, on a dit, vous voyez, c'est un bon exemple, mais on peut le faire pour un tas d'autres raisons, et pas que quand il y a une pandémie, et notamment pour le développement durable. Il y a un volet important quand même à souligner, Monsieur Khalbous, c'est peut-être l'engagement de ces États qui ont signé pour l'instant le document, une trentaine à peu près aujourd'hui. On a dépassé ça. Vous avez dépassé ce chiffre. 38 ou 39 signatures. 38, presque une quarantaine de signatures. Mais comment s'assurer concrètement que ces engagements signés à travers ce manifeste soient actés sur le terrain de ces États signataires? Très important de le signaler. Alors, le chiffre évolue parce qu'effectivement, l'appel à la signature est encore ouvert. Le document du manifeste donc, a été présenté lors du sommet. Nous allons aussi le présenter officiellement à la presse aussi, et il est dans les documents officiels. Donc nous espérons qu'il va y avoir d'autres pays qui vont nous rejoindre et qui vont donc s'associer à ce manifeste pour la diplomatie scientifique francophone. Alors, comment s'assurer? La première chose qu'on a proposée, c'est d'institutionnaliser la rencontre des ministres en charge de l'enseignement supérieur dans l'espace francophone. Il y avait très peu d'occasions de rencontres de ces ministres-là. Il y a les ministres européens qui se voient de temps en temps dans le cadre européen, quelques ministres africains qui se voient dans le cadre du CAMES ou d'autres organisations, mais jamais de manière transversale. L'avantage de la francophonie, c'est cette multilatéralité très diverse, nord-sud, intercontinentale, interculturelle. Il n'y a que la francophonie qui donne ça. Et donc, des ministres qui n'ont pas l'habitude de se voir, qui se retrouvent chaque année, qui vont se retrouver chaque année. Là, c'est 2 années de suite qu'ils se voient. Donc, j'espère à la 3e édition, qui va avoir lieu d'ailleurs fin octobre au Québec. Ça sera leur 3e rencontre. Et cette fois-ci, on va passer au concret, parce qu'on avait, dans la première édition, parlé du principe et discuté, réfléchi sur les thématiques. 2e édition, on a adopté le manifeste avec sa formulation finale. 3e édition, on va mettre en place concrètement ce manifeste. Est-ce qu'il y a d'autres projets à partager ici que l'AUF mène, toujours au sein de cet espace francophone, dans le volet des universités de la francophonie? Vous me tendez une grande perche parce que, évidemment, nous avons plein de projets. Je pourrais un passer projet phare. Des heures à parler avec vous de ce que l'AUF fait. Mais par rapport à l'ambiance du village de la francophonie, par rapport au sommet, je pense que le 2e projet phare que je voudrais partager avec vous, c'est le projet d'un réseau qu'on a appelé le réseau CLÉ. CLÉ comme club, leader, étudiant francophone. Nous voulons mettre en place une communication beaucoup plus directe avec les jeunes. Parce que la francophonie est parfois abstraite pour beaucoup de nos jeunes. C'est trop institutionnel, trop politique, trop lointain. Et nous avons constaté, à travers une consultation mondiale qu'on a effectuée à très grande échelle pendant la pandémie d'ailleurs, avec plus de 15 000 réponses, et la grande majorité des réponses, c'était des étudiants qui nous ont répondu, des jeunes, près de
12 500 ou 13 000 jeunes qui ont répondu à cette consultation et qui ont exprimé justement ce besoin de proximité, de mieux connaître ce que fait la francophonie, ce que peut apporter la francophonie à la jeunesse. Donc nous avons réfléchi à la meilleure formule. Comme nous sommes une organisation universitaire, nous avons proposé aux universités membres de l'AUF, qui sont très nombreux, comme vous l'avez rappelé, plus de 1000, à créer des clubs étudiants francophones en leur sein. Un premier appel à candidature a été lancé, et à travers cet appel, nous avons déjà créé 180 clubs dans 50 pays. Alors, l'objectif, c'est justement d'agrandir ce réseau de clubs et de construire d'ici l'année prochaine la plus grande association estudiantine au monde, et elle sera francophone. Et j'espère que la 13e édition à Québec sera l'occasion pour lancer officiellement cette association internationale. Une dernière question, Monsieur Halbous, pour conclure cet entretien, peut-être avec les résultats. Enfin, on arrive à la fin, nous, du village de la francophonie. Vos attentes, vos espoirs autour de l'espace francophone. Ce type de sommet, ce type de rencontre, c'est d'abord pour mieux se connaître. Pour moi, c'est vraiment le premier objectif. Il y a des présidents d'État, il y a des ministres, il y a des experts qui ne voient pas souvent et qui se retrouvent pendant quelques jours à discuter de sujets communs, à se rencontrer, à travailler ensemble, à manger ensemble, à vivre ensemble pendant quelques jours. Rien que ça participe énormément à créer l'esprit de l'espace francophone. L'espace francophone est un espace très divers. Certes, on a des valeurs et un socle commun, en plus de la langue, mais ça ne suffit pas. Il faut se connaître. Donc ça, c'est le premier objectif. Je pense que cet objectif est atteint puisque le taux de participation est assez important, que ce soit la société civile, le monde politique, le monde social et scientifique. Donc, de ce côté-là, c'est un acquis certain. De l'autre côté, demain, il y aura une belle déclaration de Djerba qui est presque finie, évidemment, ça fait déjà des mois qu'on travaille là-dessus. Elle a été validée dans sa version préliminaire hier en conseil ministériel et normalement, donc, si tout va bien, demain, ça sera adopté définitivement par les chefs d'État et ça aussi, ça sera un résultat très palpable et j'espère que ça sera une nouvelle feuille de route pour les 2 prochaines années pour relancer encore mieux la francophonie. Merci infiniment, Monsieur Halbous. Je rappelle donc que vous êtes le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, c'est l'AUF. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien enregistré au pavillon de la francophonie au sein même du village francophone ici à Djerba en Tunisie.